Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour à tous, très bienvenue sur notre émission Bienvenue au Jardin. Vous savez que tous les samedis à partir de 8h vous pouvez chatter ensemble directement sur la page YouTube. C'est comme une émission en direct, bien sûr, c'est enregistré puisqu'on va vous illustrer cette émission qui est actuellement filmé par Monsieur Miguel de la Rosa lui-même. Et j'ai à côté de moi notre incontournable jardinier vitellois. Il s'appelle Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à tous. Tu vas bien? Je vais très bien en ce début d'année. Eh bien nous sommes ravis et on va redire quand même une très bonne année à tous. On peut le faire pendant tout le mois. Peut-être certains ne nous ont pas vus la semaine dernière. D'ailleurs, je vous rappelle, vous pouvez écouter quand vous voulez, vous pouvez regarder quand vous voulez, ça reste sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, ça reste sur les plateformes de podcast, et donc notre émission est tout le temps là. Alors, nous sommes le 15e jour de l'année, ça c'est facile à se rappeler, il reste donc, alors ça c'est encore plus facile. 350, là pour l'instant c'est encore facile. Ça va encore, nous sommes le 25e jour du signe astrologique du Capricorne, le 26e du mois de Nivose dans le calendrier républicain français, et manque de chance, aujourd'hui il n'y a pas de plantes, c'était le jour de l'étain, donc pour nous les jardiniers, ça sera le jour du Perce-Neige. Famille Oui, bonne famille aussi, oui, on peut y faire confiance. Amarylidacées, donc nous sommes dans une famille de plantes bulbeuses. On l'appelle, tiens, puisque tu aimes bien les noms vernaculaires, tu l'appelles comment? Goutte de lait. Parce que ça ressemble un petit peu à du lait, de loin, avec une petite nervure quand même verte. Un petit peu vert, voilà. Voilà, mais c'est des petites gouttes. Clochette d'hiver. Oui, c'est joli aussi. Certains l'appellent nivéole, et c'est vrai qu'on peut confondre, mais la nivéole, normalement, encore une fois, les problèmes de nom vernaculaire, c'est le nom que l'on donne au leucoium. Leucoium vernum, qui est la nivéole, mais la fleur est quasiment similaire. Ce nom, Galanthus, a été attribué à la plante en 1737 par M. Carl von Linné, incontournable, naturaliste suédois, et ça vient du grec. Gala, le lait. Et anthos, la fleur. Eh oui, Galanthus, la fleur de lait, et tu avais bien raison de dire la goutte de lait, pourquoi pas. Et donc, aujourd'hui, dans la nomenclature internationale, il y a 21 espèces de Galanthus, et il y a pas mal aussi de cultivars de Galanthus. Si vous voulez en voir énormément, il y a un jardin, magnifique jardin, qu'il faut aller visiter en ce moment. Ça s'appelle le Vastérival, c'est à Varangeville-sur-Mer, en Normandie. Le perce-neige est une plante spontanée dans notre pays, on le trouve même dans les montagnes d'Auvergne, il y en a en Suisse, et c'est vraiment une forme très précoce. Perce-neige, ça veut dire quoi? Ouais, ça perce la neige, et c'est d'ailleurs joli quand tu le vois dans la neige, percé dans la neige, ça c'est superbe. T'en as dans le jardin? Oh, j'en ai mis un petit peu, mais bon, on n'a plus de neige, donc c'est dommage, il perce plus la neige. Il y en a un petit peu, oui, mais il est tellement discret, et c'est vrai que la neige permet de le faire ressortir. Voilà. Et il faut mettre quand même des touffes. Alors ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Si vous plantez ce type de petits bulbes, on ne plante pas un bulbe tous les 40 cm, non, on va en planter 10, 15, 20, tous ensemble. Ils sont petits, les bulbes, donc vous les espacez de la largeur d'un doigt seulement. C'est facile à faire. Et à ce moment-là, vous allez avoir une jolie touffe. Et si, par miracle, même dans le pôle Nord de Roland, il n'y a pas de neige, mais qu'il y en ait un tout petit peu, et bien dans ces cas-là, vous en profiterez parce qu'il va fleurir en ce moment. Alors, il y a quand même une légende que je voulais vous raconter qui veut que le perce-neige ait jailli de l'endroit où s'était posé un ange descendu du ciel pour consoler Ève de la désolation de l'hiver. La pauvre a trouvé ça terrible parce qu'elle avait été chassée du paradis. C'était après le coup de la pomme. Le paradis, c'était formidable. Le jardin d'Éden, c'était l'abondance, etc. Et donc, elle s'était retrouvée dehors, si je puis dire, et elle pleurait, et l'ange a attrapé un flocon de neige, a soufflé dessus, il s'est transformé en fleur, et cette fameuse, magnifique perce-neige. On la plantait dans le temps, dans les vergers, et dans les jardins des monastères, parce qu'elle a été
vraiment dédié à la Vierge Marie. Beaucoup de fleurs blanches sont des plantes que l'on associe à la Vierge. Et on dit qu'il est toujours de bon ton d'aller déposer quelques brins de perce-neige auprès des effigies de la Sainte Vierge. Parfois, c'est en février, la floraison. Ça dépend de la douceur ou pas de l'hiver. Et c'est un signe de pureté et de chasteté. Et je voulais vous dire, pour terminer sur l'évocation du perce-neige, une petite description vraiment très jolie d'un auteur du 19e, dont je n'ai pas retenu le nom, peut-être même l'histoire non plus. Elle disait... Elle montre à nos yeux surpris ces clochettes d'ivoire qui portent en leur sein un léger point de verdure, comme si elles avaient été marquées par l'espérance. Le petit point, le vert de l'espérance, et c'est exactement ce que vous disait Roland tout à l'heure. On va maintenant parler du jour, 15 janvier 1859. Je m'en souviens comme si c'était hier, hein, puisque c'était la naissance à New Dorp. Tout le monde connaît New Dorp, c'est Staten Island à New York. Oui. Et donc est né Nathanael Lord de Brighton. Brighton, il y a deux T. Ah merde, Brighton. Nathaniel, d'ailleurs c'est pas Nathanael, c'est Nathaniel Lord Brighton. À la fois botaniste et géologue, cofondateur du Jardin botanique du Bronx à New York et surtout spécialiste des cactus et des flores de Caraïbes. Il a fait beaucoup d'études avec un autre botaniste qui s'appelait Joseph Nelson Rose. Et donc, ils ont travaillé en créant des genres Bergerocactus, Copiapoa, Ferrocactus, des cactus qu'on connaît très bien. Et il y a des noms de plantes qui lui ont été dédiés, comme Nolina brittoniana, Pitcairnia brittoniana, et Ruellia brittoniana, qui n'a plus ce nom aujourd'hui, puisque on l'appelle Ruellia simplex. Donc voilà quelqu'un qui a compté au niveau de la botanique. Et aujourd'hui, 15 janvier, nous fêtons Saint-Maur. Je ne sais pas qui s'appelle Saint-Maur, à part la ville du 94. Il était disciple et successeur de Saint-Benoît. On a Saint-Rémy quand même aussi aujourd'hui, Sainte-Rachel. Sainte Rachel, c'était la deuxième femme de Jacob. Les plus récentes, elle, hein, oui, c'est vieux, ça. 18e siècle avant Jésus-Christ, oui, si on veut, hein, puisqu'en fait, c'est la mère des ancêtres des 12 tribus d'Israël. Bon, allez, on passe là-dessus, mais tu as quand même au moins un dicton. Mais oui, surtout Saint Rachel, comme elle est la mère des 12 tribus d'Israël, eh bien, si vous plantez des pélargoniums à Sainte Rachel, arrangez-vous pour qu'ils soient artificiels. Ça, c'est du Roland mode tout craché, mais c'est quand même. C'est vrai aussi. Hein, enfin, moi, je trouve ça honteux, mon cher Roland, que dans une émission de jardin, on ose proclamer des pélargoniums artificiels. Donc, moi, je dirais une chose plus simple. À la Saint-Maur, on brûle le bois mort, ou à la Saint-Rémy, passe le compost à la trémie. Et ça, ce sont des vrais conseils, mon cher Roland. Justement, t'es dans le compost. Eh bien, Dominique, on parle beaucoup de marc de café. Est-il utile de le mettre dans un composteur? Est-ce que cela peut éliminer les maladies, les virus, les plantes et tout le bastringue? Oui, bah voilà, tout le bastringue. C'est la panacée universelle. Arrêtons de dire des conneries. Vous me l'avez fâché encore. Bon, bravo, hein. Mais non, je suis pas fâché. Premier axiome. Tout ce qui est écrit sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, n'est pas forcément du pain béni. Donc attention à ce que les uns les autres racontent, allez au moins sur des sites qui soient très sérieux. Qu'est-ce que le marc de café? C'est le résidu qui reste après broyat des grains de café, infusion pour que l'on puisse boire ce café, et il reste donc un produit organique. On peut évidemment le mettre à composter. Ben oui, c'est la première question de Dominique, donc la réponse est oui. La réponse est oui, mais on verra tout à l'heure, parce qu'il peut avoir des effets un peu contraires. La deuxième chose, c'est évidemment, on se dit café, caféine, donc caféine alcaloïde, donc alcaloïde peut-être toxicité. D'ailleurs, c'est vrai, si vous buvez trop de café, c'est plutôt toxique. Ça pourrait avoir un effet insectifuge. Sauf que personne ne l'a jamais vraiment constaté, ce truc-là. Hein. Et toi, le premier? Non, ça pourrait. Alors moi, j'ai testé quand même. Je me suis mis ça sur des pots. Comme tu l'as dit, c'est une matière organique, donc tu le mets sur le pot, c'est pas bien grave. Bon, il y a toujours des bestioles quand même. Donc soit ils savent pas que c'est du café, ça c'est une possibilité, soit ça fait pas d'effet. Mais bon, après, si ça marche, pourquoi pas? Bon, alors le marc de café contient à peu près 2 à 3% d'azote, c'est pas si mal, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas assimilable directement, c'est d'un azote
organique, et il faut donc qu'il y ait transformation par les microbes du sol pour que cet azote puisse être disponible pour la plante. Il y a un peu de potassium, un peu de magnésium, donc dans des proportions assez correctes, du phosphore, du cuivre. Bon. Ça peut être assimilé par les plantes, donc ça peut faire partie d'une idée de légère fertilisation. Le seul problème du marc de café, c'est que son rapport C sur N, le fameux rapport carbone-azote qui est extrêmement important pour la valorisation des matières organiques, n'est pas bonne. Il n'y a pas assez d'azote pour que le carbone puisse être décomposé. Avant que le marc de café puisse avoir des résultats positifs, on risque d'en avoir des néfastes. C'est-à-dire que les micro-organismes du sol vont être obligés de consommer plein d'azote pour leur activité pour pouvoir obtenir le carbone. Donc en fait, on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on mange trop de trucs pour en donner peu à la fin. Donc vous obtenez une carence qu'on appelle un peu la faim d'azote. Bon, mais ça, c'est si vous utilisez le marc de café en quantité industrielle. Généralement, de toute façon, vous n'avez pas suffisamment de volume pour que ce soit vraiment utile. Alors, si vous êtes passionné par ça, allez sur le site de Promesse de Fleurs, tapez marc de café, il y a un excellent article qui est consacré, très intelligent, le pour, le contre, avec des arguments de qualité scientifique, très accessible à tout le monde. Donc c'est là qu'il faut aller puiser une bonne information et pas sur les rigolos qui vous racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Vous avez dû vous rendre compte, mes amis, que nous sommes en hiver. Et en hiver, nos petits compagnons sauvages, qui sont nos commensaux, qui sont donc des animaux proches de l'homme, qui sont dans nos jardins, autour de nos maisons, etc., peuvent quand même se trouver dans des situations difficiles, notamment lorsqu'il y a des périodes de froid intense. Et la moindre des choses pour nous, les jardiniers, qui, du fait de notre humanité, avons conscience des problèmes et qui avons les moyens non seulement de les résoudre, mais aussi de les anticiper, c'est de donner un coup de main à ces animaux. Oui, d'autant qu'ils nous donnent des coups de main. On a quand même des petites bestioles qui viennent nous filer un coup de main pour en manger d'autres. Eh bien, ces amis du jardinier, autant leur donner quelques arguments, quelques outils aussi pour passer l'hiver correctement. Alors, qui sont-ils? Les insectes, d'abord? Oui, les insectes. Alors, la protection des insectes, on y a pensé avant, évidemment, puisque nous sommes très prévoyants. Nous avons mis des abris dès l'automne, de façon à ce qu'ils puissent venir se réfugier pendant l'hiver. On a nos abeilles, bien entendu. Là, on a une protection à faire pour les abeilles aussi. Les abeilles domestiques? Oui, les abeilles domestiques, oui. Tu mets quelque chose sur la ruche? Oui, alors d'abord, on contrôle qu'elles aient assez à manger, parce que comme cet été, il n'y a pas eu grand-chose à manger dans les champs, donc il faut les nourrir un petit peu, compléter, de façon à ce que la colonie puisse ne pas s'en aller. Et puis on a toujours une protection sur le dessus. On a découpé un tissu assez épais qui va être dessus en surface. On a fermé l'entrée et puis voilà, donc on va surveiller régulièrement. Et puis pour les insectes, eh bien on a mis des abris à insectes. Tu y crois, ça? J'y crois pour les coccinelles, parce que j'ai pu constater, et pour les chrysopes. Pour le reste, c'est vrai qu'on a des abeilles qui vont venir s'y réfugier quand c'est bien en plein soleil. Et quand nous avions notre jardin auparavant, on avait un gros abri et là c'était vraiment utilisés par les abeilles solitaires. Oui. Ouais. Et tu les vois fermer leurs petits... Ah oui, clairement. Parce que nous, on a installé un bel hôtel à insectes oui. depuis plusieurs années. Il est uniquement décoratif. Ça, je peux vous garantir. Bon, déjà, c'est joli. Voilà. Mais voilà, j'ai jamais vu personne là-dedans. Mais bon, peu importe, du moins, on se fait déjà une bonne conscience. Au niveau des mammifères, on a principalement 2 mammifères à protéger dans nos jardins. C'est les chauves-souris. Alors, en ville, les chauves-souris, c'est extrêmement rare, voire peut-être même carrément disparu dans beaucoup d'endroits. En revanche, en campagne, il y en a encore un peu, heureusement, parce que c'est des animaux d'une utilité extraordinaire. Ah oui, elles bouffent un paquet de moustiques ou d'insectes en tout cas, et on les voit à la tombée de la nuit, pendant l'été en tout cas, on les voit voler, on les voit partir là un peu à droite à gauche, il y en a encore, nous en avons encore. Est-ce qu'on peut les aider ?
Oui, alors elles s'aident déjà toutes seules parce qu'elles vont trouver des abris dans la maison. Il y a toujours des recoins, tu sais, dans les vieilles granges, etc. Où là, mais il faut encore des vieilles granges. Oui, il faut des vieilles granges, oui, c'est vrai. Et si la maison est mal construite comme chez nous à l'extérieur, où il y a des petits recoins, où on n'a pas mis, tu sais, des bordures pour protéger, on peut aller se faufiler par derrière, donc là ça va. Et puis on a mis des abris aussi. L'abri à chauve-souris, c'est un genre de petite cabane avec juste un petit trou et puis une partie crantée sur laquelle elles peuvent s'accrocher. Voilà, il faut simplement le positionner. Alors c'est pas juste devant la maison, là où on passe nous fréquemment, c'est dans des recoins où on n'est pas là souvent. Elles y vont ? Ah oui, elles y vont, oui. Le hérisson, qui est notre ami favori, lui, il n'y a pas grand-chose à lui faire parce que normalement, il est en pleine hibernation. Donc si on lui a réservé soit une petite maison spécifique, soit plutôt un tas de bois comme tu fais chez toi, normalement, il est là, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, il dort, de toute façon, il n'a pas besoin d'être nourri. Et surtout pas le déranger, hein, parce qu'il y en a qui font ça aussi en disant « Tiens, je vais aller voir le hérisson où il en est ». Alors surtout pas, parce que si on le réveille, là, il va avoir une perte d'énergie énorme. Alors en revanche, l'écureuil d'Europe, que l'on voit pas souvent quand même dans les jardins, c'est plutôt un animal forestier, mais dans les grands espaces verts de ville, justement, là c'est l'inverse, comme ils ont souvent pas grand-chose à manger, ils reviennent un petit peu plus près de chez nous, et est-ce que l'on peut les nourrir ? Ah bah oui, on peut les nourrir parce que bon, quand il fait très froid, bon, ils vont rester dans le nid, ils vont pas trop bouger beaucoup. On sait qu'ils planquent plein de choses pour aller se nourrir, mais les paumes... Les paumes, ils les retrouvent pas. Ouais. Alors ils en prennent qu'une partie et on peut les nourrir, oui. Alors j'essaierai de te passer une photo. En plein pendant l'hiver, on avait un petit écureuil roux qui est venu sur la terrasse pour venir piquer. On avait mis des tournesols pour les oiseaux et lui, il est venu carrément pour décortiquer les graines et pour venir les manger. Et les noisettes, si t'es comme moi, t'aimes pas les noisettes, tu récoltes celles du noisetier, tu les laisses pour les écureuils. En revanche, attention, il y a un écureuil qui commence à devenir invasif dans nos régions qui s'appelle l'écureuil gris. Lui, il faut éviter de le nourrir. Je pense pas qu'on en ait encore tellement en France. Non. Mais c'est une invasion en Angleterre notamment. Oui. Si vous voyez des écureuils gris, il vaut mieux pas trop les encourager. Il est porteur d'un virus qui ne lui fait rien à lui, mais qui va détruire l'écureuil roux. Donc vraiment, il n'est pas sympa du tout, cette petite bête-là. Ah oui, puis les écureuils roux, on les aime bien. Hein. Oui. Alors, on aime bien aussi les oiseaux, ça c'est évident. Bon, je pense que tout le monde a envie de mettre des petites mangeoires, des nichoirs, etc. T'en es ? Ah oui, bien entendu. On s'y intéressait de près parce qu'en disant les nichoirs, ok, ça va servir d'abri aussi. Donc on va regarder quel type de nichoir on va avoir. Et tu sais que le trou d'entrée doit être calculé. En fonction de l'espèce. Oui, et j'ai vu l'autre jour dans le commerce, tiens, je vais faire mon Patrick. Oui, je ne comprends pas. Mais dis-le vraiment, non. Il y a des abris avec le trou de 28 mm à peu près et avec un tout petit machin, c'était très décoratif, mais c'est pas possible. Si tu as une portée de 6 à 8 ou 10, même petit, c'est impossible. Il y a 4 types. Il y a le 28 mm pour les mésanges, il y a le 34 mm pour la mésange charbonnière, les moineaux, les citelles et les rouges-queues. Il y a l'abri refuge qui est complètement ouvert. Là, c'est plutôt pour les rouges-gorges ou les rouges-queues. Et puis, il y a l'abri pour les hirondelles qu'on va fixer juste sous le toit. Chapeau, il connaît tout au millimètre près, même au dixième de millimètre près. Je triche. Oui. Alors, il y a la nourriture quand même pour les oiseaux. Oui. Je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, mais en période hivernale froide, on peut et on doit même aider les oiseaux, qu'on appelle souvent les oiseaux du ciel, les oiseaux sauvages, à se nourrir. D'ailleurs, vous les verrez, ils se rapprochent beaucoup de la maison. Des oiseaux que vous voyez pratiquement jamais dans les bonnes saisons vont venir presque taper à la fenêtre, vous dire « j'ai faim ». Donc, on va leur apporter des graines qu'on trouve en abondance dans les jardineries. Mon conseil, c'est n'achetez pas des produits bas de gamme en vrac. Ils les mangent pas la plupart du temps. On avait fait l'expérience avec ma petite jardinière, on avait acheté un seau, on était contents. Ah, le seau, il est toujours là, dis donc. Ils ont rien mangé là-dedans. Alors qu'on a acheté après des graines pour canaris. Alors ça n'a pas le même prix. La petite boîte comme ça pour canaris, c'est le prix du gros seau. Mais là, ils se précipitent dessus comme des furieux et ils mangent très bien. Il y a deux choses à savoir. Il faut quand même mettre les mangeoires assez haut et dans un endroit dégagé pour pas qu'il y ait des chats qui viennent profiter de l'inattention des oiseaux, parce que les chats font des ravages, il faut bien le dire, sur les oiseaux sauvages. Et puis il faut quand même en mettre par terre, parce qu'il y a certains oiseaux qui ne mangent que par terre. Les grives, les rouges-gorges ou les merles, par exemple, eh bien là, il y a des mélanges qui existent avec des fruits et des insectes, et donc des insectes séchés. Donc on va leur donner ceux-là, et ils vont les prendre par terre, ils n'iront pas dans la mangeoire. Alors le dernier conseil, ce sera quand même de garnir votre jardin avec des plantes qui sont attractives pour les oiseaux.
que ce soit les pyracantha, les coriacées du Japon, les sorbiers, les cornouillers, les cotonéasters, les églantiers, les houx, enfin le lierre, les pommiers d'ornement, etc. Il y en a beaucoup, mais tant qu'à faire, autant qu'il y ait des haies variées comme ça, où les oiseaux pourront avoir un refuge. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, tu as quelques nouveautés, enfin, ou du moins des petites informations jardinières à nous donner. Il y a un truc qui est sympa, là. Tiens, oui, je vais faire le gentil, là. Ah, ben c'est bien. Mais alors, par contre, à toi, on t'envoie les livres. Moi, on m'envoie rien du tout. Ah, ben, c'est vrai, mais c'est Patrick Mulan, vous comprenez. Lui, on envoie. Tandis que là, t'en as eu un que j'ai pas. Oui, moi non plus, je l'ai pas. Ah bon? Je l'ai réclamé et puis ils me l'ont pas envoyé. Donc, mais tu l'as vu. J'espère que ça va venir. Oui, je l'ai aperçu quand même. Et c'est un truc qui me plaît parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. C'est mieux qu'une bêche. C'est présenté comme ça dans l'article. Mieux qu'une bêche encore. C'est un outil, un livre ouvert, entre guillemets, avec des parties de notes qui va nous permettre de dire combien j'ai utilisé de graines. Alors c'est pour le potager bien sûr. Mais ça va être difficile de retourner le potager avec ça quand même. On retourne pas le potager avec ça. Par contre, on pense au potager. Le jardinier, lui, il a de la réflexion, il n'est pas toujours en train de bêcher. C'est un vrai carnet avec des conseils à l'intérieur, avec des idées, et puis ça nous permet d'avoir d'une année sur l'autre tout ce qu'on a fait au potager. Alors moi, je le fais avec des photos, bien sûr, pour savoir ce que j'ai mis en place, les carrés potagers, pour savoir d'une année sur l'autre, pour pas se tromper. On prend quelques notes, on en prend moins maintenant parce qu'on a l'historique, en particulier sur les récoltes. Mais là, ça permet de noter son budget, de voir quelles plantes j'ai pris, de savoir où je les ai prises. C'est Popote et Potager. C'est un site internet qui est vraiment ultra sympa. Sandrine Duport, qui est l'animatrice en fait de ce site. C'est très amateur comme truc. Elle sait s'exprimer, elle a beaucoup de personnalité, et puis elle fait surtout bonne nourriture, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est la base. Elle est nos potagers par la cuisine. Donc, il y a sa chaîne YouTube aussi, Popote et Potager. Il est paru, et puis il coûte 14,90 €, collection Jouvence Nature. Tu vas rester dans Jouvence parce que tu vas nous parler de ton coup de cœur, la tomate Jouvence de Ducretet. Jouvance. Je suis tombé sur la collection Ducretet et il y a des choses qui m'intéressent bigrement. Jouvence, c'est une obtention de l'INRA de Montfavet qui arrête les obtentions maintenant. Donc c'est la dernière sans doute. Quelle tristesse. Bah oui, quelle tristesse parce qu'ils faisaient du beau travail. Montfavet, ils avaient travaillé sur les légumes depuis des années. Bah oui. Et Jouvence vient de là, donc c'est un fruit qui pèse environ 200 grammes, qui se garde 8 jours, qui est très rouge, très coloré. Il faut vraiment le récolter quand il est bien rouge. Et puis, c'est une tomate qui va être peu passe-partout dans la cuisine, qu'on va pouvoir cuire, qu'on va pouvoir utiliser fraîche. Donc, à voir vraiment. Puis, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a a priori une bonne tolérance au mildiou. Donc, ça fait partie d'une collection qui s'appelle les Toquets de chez Ducretet. Donc, je vous en parlerai beaucoup plus pendant l'été. J'espère que tu vas la réussir. Oui, pour qu'on puisse la déguster devant vous et vous faire saliver d'envie d'avoir cette tomate Jouvence. Moi, je vais vous faire saliver d'envie avec une pépinière qui s'appelle Nature et Tropique, qui est située à Carqueiranne, dans le Var, et qui, depuis 5 ans, est spécialisée dans la production de plantes subtropicales acclimatées. C'est vraiment une pépinière intéressante, plus de 600 taxons de plantes assez rares. Vous vous rendez compte, par exemple, 110 taxons de frangipanier. Ah oui, quand même. 50 d'hibiscus, 15 de bananiers. Alors, il y a aussi des bulbeuses ou des rhizomateuses subtropicales, Néomarica, Chasse-menthe, Diétès, Watsonia, qui sont des plantes vraiment très très intéressantes. Et il y a même des baobabs. Alors, je ne sais pas si on peut réussir vraiment des baobabs, mais bon. Et puis, alors, une plante, je ne sais même pas comment elle est, que j'ai vue, j'ai trouvé le nom super, Quechvalia fulta. Donc j'essaierai de vous trouver une photo pour vous montrer, parce que quand même, il ne faut pas mourir idiot. En tous les cas, avant de mourir idiot, on va écouter une petite place de publicité, ça ne nous fera pas de mal, et on se retrouve tout de suite. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabium. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Ça sonne, ça sonne. Et c'est Pachamama. Pachamama qui nous pose une question. 20 en plus. Pachamama, 20. Est-ce que l'estragon disparaît pendant l'hiver? Comment le conserver au mieux d'une année sur l'autre? L'estragon, il est
persistant. Hein. C'est pas une plante qui disparaît l'hiver, mais c'est pas une plante qui vit longtemps. D'une part, et d'autre part, il y a un piège, puisqu'il y a l'estragon. Oui, on en a déjà même. parlé en détail de ça. Bon, mais on va parler du vrai estragon. Oui, c'est vrai que vous ne faites pas piéger avec l'estragon russe, ça n'a aucun goût, aucun parfum, mais le véritable estragon, donc Artemisia dracunculus, que vous trouvez dans les jardineries, ils ne vous vendent pas de l'estragon russe, hein, ils vont vendre du vrai. Normalement. Tu t'es fait piéger. Il s'est fait avoir, ouais. Il s'est fait avoir. Bouh. Bon, en tous les cas, l'estragon, c'est pas une plante que l'on va garder dans le jardin ad vitam aeternam. Non, c'est très court et puis ça craint quand même le froid. Hein. C'est plutôt climat doux, oui, donc on peut se faire avoir avec le froid d'une part. D'autre part, allez, au bout de 4-5 ans, c'est déjà bien. Ouais, c'est beaucoup. C'est un maxi. Ouais, hein. ouais. Ouais. En général, donc, en 2 ans. Parce que bon, si vous avez déjà cultivé l'estragon, vous avez remarqué une chose, c'est que la base de la plante se lignifie. Alors, ça ne fait pas des grosses tiges, mais elles sont dures. Ça n'a plus aucun intérêt en cuisine, puisqu'en fait, ce qu'on a besoin, c'est ces feuilles tendres et souples, vraiment fines. Donc, ce que je vous conseille plutôt, moi, c'est que, quick, je ratiboise tout ce petit monde-là, je mets un petit paillage ou éventuellement une cloche par-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, petit conseil de base, quand vous ratiboisez une plante ornementale ou comme l'estragon aromatique, on ne sait plus où elle est. Ah oui, ça c'est le problème. Donc l'intérêt de mettre un paillage ou de mettre une cloche en plus, c'est de se dire « Ah, là, il y a quelque chose ». Alors même si vous ne vous rappelez pas, vous attendez que ça repousse pour voir ce qu'il va y avoir. Donc ça, c'est quand même une petite chose à faire. Mais sinon, bon, l'estragon, moi, j'en replante tous les ans. Tout bêtement. Sinon, oui, on peut l'acheter directement, mais ça peut se bouturer également. Hein. N'attendez pas les semis, ça c'est mort. Hein. Oui, tu boutures plutôt en fin d'été, quoi. Oui, c'est ça, fin d'été, oui. Donc on fait des petites boutures, on tente le coup, c'est bien aussi. Bon, après, on en trouve, comme tu l'as dit, régulièrement chez les producteurs ou dans les jardineries, donc ça va. Ça va. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. On dit que l'hiver est la mauvaise saison ou la morte saison. C'est pas vrai. Il y a quand même des plantes qui ont une vie en hiver, qui ont même une floraison en hiver. Certaines ont même des feuillages extrêmement intéressants en hiver. Et je vous propose tout simplement que l'on fasse un petit recensement avec Roland de plantes qui sont intéressantes en cette saison, de manière à ce que notre jardin, justement, n'ait pas l'air mort. Alors c'est vrai qu'on ne va pas focaliser l'ensemble de nos plantations autour de ces végétaux d'hiver, parce qu'on met moins le nez dehors quand il ne fait pas beau, et on a tendance à ne pas les voir, parce que c'est rarement des plantes hyper spectaculaires, non. Les plantes d'hiver. Il faut les voir de près. Par contre, tu as parlé du nez dehors, et c'est important parce que l'hiver, on a des plantes qui sont très parfumées aussi. Oui, on va le voir tout de suite. Alors, on va commencer par les fleurs les plus précoces. L'aconite d'hiver n'est pas suffisamment connue, à mon avis. En botanique, c'est Eranthis iemalis. Il fleurit dès maintenant. C'est une coupe jaune d'or. Alors, c'est rigolo. Vous avez comme une sorte de bouton d'or avec une belle petite collerette verte tout autour de la fleur. Fleur qui s'ouvre le jour et qui se referme la nuit. Alors, c'est minuscule. C'est 5 cm, 10 cm. L'intérêt, c'est que ça se naturalise bien, mais il faut en planter beaucoup pour que ça soit visible. Généralement, on va planter ça plutôt au pied de certains arbres à feuillage caduc, de manière à pouvoir en profiter. T'en plantes ? Non, pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. Et comme tu dis, c'est tout petit, donc ça doit être un peu galère à gérer. Ça se plante en pot. Oh bah bien sûr, on peut en faire une potée, mais non, c'est pas galère à gérer. Ah bon ? Parce qu'une fois que tu les as plantés, ils vont se naturaliser après, s'ils se plaisent. C'est un peu comme les crocus d'hiver. Oui. 2 grands crocus d'hiver, Thomasinanus et puis Vernus, c'est rarement maintenant. Ça peut arriver si l'hiver a été doux, ça va être plutôt à la fin du mois, début février, mais on est encore en hiver. Et là, vous allez avoir des plantes qui ne durent pas vraiment très longtemps, mais qui peuvent être très spectaculaires, qui vous donnent une envie de printemps. Et l'aconite d'hiver, c'est un peu la même chose. Alors, un peu plus tardive, mais toujours hivernale, toujours dans les bulbes, ce qu'on appelle la fausse cille. Ah oui, t'as intérêt à mettre un petit temps de silence entre les deux. Fausse cille. Ça fait fossile. Ouais. Et en latin, c'est encore plus compliqué, c'est Puschkinia cilioides. Ah oui. Donc c'est vers la mi-février. Alors ça, c'est joli. C'est bleu pâle. Une texture de fleur qui ressemble un petit peu comme si c'était de la porcelaine. Et ça s'épanouit tout le temps, même s'il fait un temps de cochon. Des petites clochettes ?
Oui, alors c'est 10-15 cm. Le problème, c'est pour ça que je vous disais, il faut quand même mettre son nez dehors parce que c'est pas grand, mais c'est vraiment trop mignon. Alors ça, c'est pareil. Vous allez les planter en masse, en touffe pour que ce soit spectaculaire, ou sur un balcon, une jardinière, et ça va fleurir. Il y a des iris bulbeux, je ne vais pas trop vous en parler. Ils sont relativement difficiles à cultiver pour la plupart. Ça va bien en pot, notamment Histrioides. Dès fin janvier, vous avez ces fleurs. 15 cm, c'est pas très grand. Personnage, on en a déjà parlé, on ne va pas y revenir. Et puis une plante qui n'est pas une bulbeuse, je pense que toi tu dois l'adorer, même si elle est très très éloignée de ta région, c'est la violette de Toulouse. Ah oui, mais ça reprend, c'est de la folie. Ça pousse, on en a sous un sapin qui s'est développé, puis finalement on commence à en retrouver un peu partout. Si on s'arcle pas, ça finit par prendre de l'ampleur. Eh ben, t'as raison, parce que chez nous c'est exactement pareil, sauf que ce ne sont pas les violettes de Toulouse. Ah bah alors. Ce sont des hybrides d'autres violas avec certainement Viola odorata. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'elles ont strictement aucune odeur. Les fleurs, elles apparaissent bien, oui, fin janvier, début février. C'est petit aussi, ça. C'est tout violet, tout timide. Parfois, quand il gèle, ça se remet sur soi-même. Mais cueillez-en, ça n'a aucune odeur. Oui, ça sent pas terrible hein, quand même. Donc la vraie violette de Toulouse, il faut mieux la cultiver en pot pour qu'elle ne s'hybride pas avec des violettes sauvages. Alors on va rentrer maintenant dans les arbustes, parce que quand même les arbustes, c'est un peu plus spectaculaire que mes toutes petites fleurs. Non mais c'est mignon quand même, toutes ces petites choses-là. Alors oui, pour les pots d'ailleurs, on peut le dire, en balconnière, tout ça c'est plus sympa, parce que c'est devant la fenêtre, voilà, on n'a pas à sortir. Et puis on peut la mettre à hauteur du... Parce que sans ça, se coucher dans le sol pour voir des aconites d'hiver de 5 cm de haut, mois de janvier, quand même, c'est pas trop sympa. Pour les gens qui habitent des régions à climat doux, même si la plante est quand même plus rustique qu'elle n'y paraît, l'arbousier, donc l'arbre aux fraises, t'en as? Objection, votre honneur, nous en avons dans le fin fond des Vosges. Et oui, j'ai planté pour tester de Arbustus unedo, pardon, l'arbre aux fraises. Évidemment, on n'a pas de fraises, mais on a l'arbuste et on a son feuillage persistant qui rougit un peu en hiver, mais qui tient le coup. C'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir la floraison. C'est novembre-décembre. Et vous avez même les fruits en même temps. C'est un peu comme les agrumes. Vous avez tout en même temps sur la plante. Floraison, c'est petites clochettes blanc jaunâtre, très très mignonne, un peu odorante d'ailleurs, et puis après le fruit qui est comestible. C'est pas délicieux, mais c'est marrant de manger les fruits sur un arbre en plein hiver. Ah oui, tu vas dans le midi, c'est très très bon, on le mange comme ça. Mais il faut qu'il soit bien mûr, parce qu'il commence jaune, il devient orangé, et après il est rouge, et c'est quand il est rouge qu'il faut le consommer. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous passer des bruyères. Les bruyères, en cette saison... c'est absolument super. Alors, chez Roland, ça va être compliqué. Dans les sols très calcaires... Objection. Objection, on en a quelques pieds qui poussent. Il a tout, de toute façon, je ne devrais pas dire ça. Non, mais normalement, dans un sol très calcaire, la bruyère ne se plaît pas. Donc, tu as dû mettre plein de compost, etc. Non, c'est pas mon genre. Il fait rien. Il fait rien dans son jardin. Bon, en tous les cas, les Erica carnea, ça peut carrément aussi sortir dans la neige. C'est vraiment très, très beau. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a des blanches, bien sûr, mais il y en a des roses ou même des rouge. Donc ça, mélanger de la terre de bruyère, du sable à la terre d'origine, et ça devrait donner les camélias. Il y a des camélias qui ont commencé à fleurir en automne, donc les camélias ça sent quoi, qui continuent à certaines variétés. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et pour une fois, les botanistes ont été intelligents. Ils l'ont appelé camélia ça sent quoi. Ça sent très bon, oui. Alors, pas tous, mais quelques cultivars de ça sent quoi. Il y en a un notamment... Je vais me faire pardonner ce que j'ai dit la semaine dernière en hurlant contre mes amis de la SNHF qui ont inventé un truc stupide. Ils ont à l'entrée de leurs locaux en plein Paris un camélia ça sent quoi. Et je vous dis pas de bêtises, vous rentrez dans le hall, donc c'est une sorte de couloir comme ça extérieur, à 2-3 mètres de distance, vous êtes pris par l'odeur. Une subtilité de parfum absolument superbe. Donc, c'est vraiment une plante que vous pouvez planter. Merci, la SNHF. C'est un faillot, c'est pas possible. Et vous avez alors là, t'en as pas. Je suis sûr que t'en as pas. Le Gaultheria. Non, je ne l'ai pas, je le regrette. T'as pas le sol. Non, mais en pot, puisqu'on a déjà du skimia en pot, on a quelques plantes de terre de bruyère en pot, mais le Gaultheria, oui, en pot, ça pousse bien, parce que c'est une petite plante quand même. C'est une petite plante, un petit arbuste qui va faire environ 15 cm, mais qui peut s'étaler sur 1 mètre, et qui est vraiment 100% terre de bruyère. Soit Gaultheria procumbens, vous avez Gaultheria mucronata, qu'on appelle aussi Pernetia. C'était son ancien nom botanique, mais il est aussi, lui, il a bougé, il est devenu Gaultheria, et qui est plus haut, lui.
Oui, on le trouve souvent à la Toussaint. Baie rose, rouge, pourpre, etc. Et tout en même temps. Il a toutes les couleurs. Donc c'est assez sympa. Alors, tu parlais des parfums, maintenant je vais te laisser aller dans les parfums d'hiver quand même, mon cher Roland. Le Daphné Mesereum d'une part, et puis il y a le Daphné Odorat. Odorat, ça fleurit vers avril, quoi. Mais qu'est-ce qui sent bon? Ah oui, mais ça c'est un autre sujet. Ah oui, mais il adore être hors sujet. Vous savez, quand j'étais à l'école, on me mettait 0 si j'étais pas dans le bon sujet. J'en ai eu pas mal. Ça doit être ça. On reste dans le Mesereum, parce que lui, effectivement, il fleurit à partir de février. On le trouve sauvage. Sauvage, on le trouve dans les bois, et c'est assez rigolo quand tu te balades dans les bois, tu vas chercher tes 3 derniers champignons qui traînent, et tu te retrouves avec cette petite fleur un peu violette, là, qui est magnifique. Et puis t'es au mois de février, t'as l'impression qu'il y a du muguet dans les bois, parce que ça a le parfum entre le jasmin et le muguet, un peu plus épicé. Le défaut de Daphné Mesereum, c'est extrêmement toxique. Bon, il faut être stupide pour avoir envie de manger ça, mais c'est quand même, il faut le dire, c'est très toxique. Alors, chèvrefeuille d'hiver. Fragrantissima, oui. Oui, très parfumé. Alors attention, c'est pas un chèvrefeuille grimpant là, on a un arbuste. Oui. Je peux te dire oui, mais comme j'en ai pas planté. T'en as pas planté. De décembre à mars, vous avez vraiment des petites fleurs blanc nacré qui ont un parfum très puissant, très intense. C'est frais, c'est sucré, c'est même un peu sensuel, parce qu'il y a une petite pointe de jasmin là-dedans. Donc c'est une plante à sentir plutôt en fin de journée. Et puis, Amamélis, c'est plutôt pour le mois de février, mais c'est beau, ça sent bon aussi. C'est vraiment des plantes... Et sa fleur est magnifique. La fleur est magnifique. Moi, je l'appelle l'arbre aux araignées d'or. Oui, et d'autant qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a des marrons, il y a des jaunes. Enfin, voilà. C'est très sympa. Mahonia, on en a déjà parlé la semaine dernière. Bon, les mimosas, ça, c'est pas non plus pour mon ami Roland, même s'il en a, je pense, dans la serre. Il a tout dans la serre. Et surtout, avant de terminer, le Sarcococa. Ah oui. Sarcococa oukeriana, petit arbuste qui ne demande strictement rien. On en a planté depuis quelques années dans le jardin. On n'y pense pas. C'est persistant, c'est pas grand. Ça fait 1 mètre, 1 mètre 20 maximum. Alors je sais que ma petite jardinière, elle aime pas cette odeur. C'est bizarre parce que le problème, c'est la puissance. Parce que c'est à la fois du jasmin, de la jacinthe, du miel et de la vanille. Donc vous avez une sorte de mix particulier, mais ça vous prend une intensité. C'est un cousin du buis, donc c'est vraiment très facile à cultiver. Pour l'instant, les pyrales, elles ne sont pas allées le voir, donc on est absolument tranquille. Monsieur David. Carrément. Monsieur David qui nous pose une question qui nous dit comment se débarrasser des trèfles le plus naturellement possible. J'ai essayé le gluten de maïs, je rigole, mais sans succès. Alors question, Patrick, était-il bio ce gluten de maïs? Non, moi ma question c'est est-ce que c'était pas de la poudre de perlimpinpin? Encore une stupidité totale. Qui est le crétin qui a inventé que le gluten de maïs, déjà faut le trouver celui-là, le gluten de maïs, parce que faut l'extraire du maïs, aurait une action herbicide. Non mais attends, on rêve quoi, enfin, franchement. Bon, les trèfles, moi je vois pas pourquoi on voudrait s'en débarrasser, hormis effectivement, comme on en a déjà plus ou moins débattu avec mon ami Roland, sur le fait d'avoir une vraie pelouse de gazon, ou au contraire d'avoir une pelouse de prairie. Mais le trèfle, c'est une légumineuse, enfin, une fabacée comme on dit maintenant. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que ça va nourrir le sol, puisqu'on l'utilise en engrais vert, même le trèfle, on va même le semer justement pour améliorer la structure du sol, parce qu'il nous ramène de l'azote, c'est pas un truc comme ça, là. Tu m'as pas déjà expliqué, tu m'as pas déjà dit ça un coup? Je t'ai dit ça un coup, oui, parce qu'en fait, il a la chance de vivre en symbiose avec des bactéries qu'on appelle des rhizobactères, qui créent ce qu'on appelle des nodosités, c'est-à-dire des sortes de renflements sur les racines, et ces rhizobactères ont la particularité formidable d'absorber l'azote atmosphérique, ce qui est incapable de faire la plante. Elle a besoin que l'azote soit sous forme nitrique pour pouvoir l'absorber. Et donc, la bactérie, elle bosse pour la plante. Elle absorbe, parce que c'est 79% d'azote, notre air. Oui. Donc, il y a de quoi faire. Donc, elle va nourrir effectivement la plante plus le sol. Donc, ça, c'est très bien. Mais sinon, le trèfle, vous pouvez rien faire. Je suis désolé. Alors, si, il y a peut-être un truc. Là, c'est ce que fait pas non plus Roland, c'est vous le tondez comme un furieux. Vous utilisez une tondeuse robot, par exemple. Voilà. Vous avez une pelouse avec du trèfle. Alors, il ne faut pas qu'il y ait que du trèfle. Vous avez un peu de trèfle dans une pelouse.
vous utilisez une tondeuse robot qui va tondre en permanence, et au bout d'un moment, le trèfle, il n'en peut plus. Il va certainement défaillir un peu. Et sinon, on peut peut-être confondre, peut-être c'est le cas de Monsieur David, il a peut-être confondu, et ça peut arriver avec de l'oxalis. Ouais. Là, c'est plus embêtant quand même. Bah oui, parce que c'est une plante très vivace, très envahissante, qui fait des petits bulbes, qui se multiplient partout, qui s'insèrent à l'intérieur des interstices de dallage, enfin dans les trucs les plus invraisemblables, et qu'on n'arrive vraiment pas, généralement, à extraire. Alors, avant d'extraire l'oxalis, on va se calmer un tout petit peu et on va prendre une petite page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher ami Roland, nous avons beau être le 15 janvier, je sais qu'il fait quand même un peu frisquet, notamment à Vittel, mais tu vas quand même faire des petites choses dans ton jardin. Oui, des petits contrôles de routine, c'est quand même moi le chef, donc je vais quand même faire le beau là au milieu. Faut qu'il se balade. On a parlé des oiseaux, on n'a pas parlé des abreuvoirs, entre autres. On n'a pas parlé comment boire, et ça c'est important. Donc, oui, vous faites bien de rester d'une émission à l'autre, parce qu'on ne vous dit jamais tout d'un coup, c'est pas possible. Donc l'abreuvoir est important, surtout quand il y a des petits coups de gel, parce qu'on peut mettre des abreuvoirs, effectivement, quand ça gèle, ça revient de la glace. Donc il faut casser la glace, il faut renouveler. Il faut aller faire son petit tour. Oui, parce qu'il ne faut pas mettre d'eau chaude, il ne faut pas mettre de thé, il ne faut pas mettre Non, du tout. Mais on peut renouveler l'eau régulièrement. Et t'inquiète pas, quand on renouvelle, ils reviennent assez très vite. Très vite. Quand il y a à boire, ils sont là. Donc ça, c'est le petit tour. Bon, rajouter un petit peu de nourriture si besoin. Mais bon, c'est surtout la flotte qu'il faut contrôler. Et puis la neige, maintenant, il faut contrôler si... tu dis qu'il neige plus chez toi. Plus guère, non. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Enfin, je vais dire ça, puis il va peut-être neiger. En veux-tu, en voilà. On a dit ça, je te le rappelle. Vous allez voir, il va faire chaud pendant l'été. Il est tombé des cordes, mon ami. Donc là, peut-être qu'il va neiger. Mais c'est vrai que pour certains végétaux, c'est important de contrôler la neige et de secouer un petit peu la neige. Il neige au moins une fois par an, quand même, dans notre Essonne. Attends, c'est quoi t'appelles ça? C'est 1 centimètre de neige, quoi. Tu regarderas la vidéo, tu vas voir de très jolies images de notre jardin complètement couvert de neige. Avec 1 centimètre. Ah non, il peut y avoir ça, mais ça dure pas longtemps. Oui, c'est ça, oui. Ça dure pas longtemps, mais ça n'empêche que ça peut faire des dégâts. Oui. Parce que le poids de la neige, notamment quand elle est très poudreuse, et dans les régions comme les nôtres où il fait pas ultra froid, elle peut être aussi très lourde, très chargée d'eau. Donc sur des plantes persistantes, vous avez intérêt à secouer, de façon à ce que le poids de la neige ne risque pas de casser les branches. S'il fait un petit peu doux, on va pouvoir tailler les arbres fruitiers, enfin les arbustes fruitiers du style cassis. Bon, les arbres fruitiers, on continue. On l'a dit la semaine dernière, j'y reviendrai pas. Regardez les vidéos qu'il y a sur News Jardin TV. On a aussi sur News Jardin TV une bonne vidéo sur la taille des framboisiers. Mais on peut aussi tailler les autres petits fruits. Oui, cassis, groseille, caseille en particulier, la caseille qui demande un petit peu de nettoyage quand même. Voilà, mais c'est ça, il n'y a pas de méthode de taille particulière. Moi j'en ai une, cassis, groseille par exemple, l'idéal c'est d'avoir des pousses assez jeunes. Alors quand tu lis les livres, les bons livres que nos amis jardiniers éditent, alors je regarde, je vais voir comment tailler les cassissiers, eh bien il faut que la branche ait à peu près 3 ans, il faut la renouveler. Alors au début j'ai mis des étiquettes pour savoir quel âge elle avait. T'as pas besoin, tu regardes les ramifications. Voilà, et surtout on regarde le lichen. Et donc, lorsque le lichen est trop présent, il n'y en a pas dans toutes les régions. Ça revient souvent sur les pousses de groseillier. On a ce lichen, et donc on voit la différence entre les jeunes pousses et les vieilles pousses. Celles qui commencent à être atteintes par le lichen, on va les couper. Néanmoins, on coupe pas tout, mais on va couper de façon équilibrée. Taille de rajeunissement, c'est aussi une taille qui permet d'aérer la ramure de l'arbuste de façon à ce qu'il prenne une forme de gobelet évasé pour que le soleil puisse bien pénétrer au centre de la plante. Tu commences déjà à travailler tes carrés potagers ? Oui.
Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a 2-3 petits trucs à voir. Bon, d'abord, est-ce que je renouvelle la terre? C'est ce qu'on fait en général. On va utiliser le fond du compost pour en remettre. Je rajoute toujours un peu du terreau en surface, comme ça permet de tasser, mais ça permet aussi de les renouveler puisqu'ils sont descendus. Bon, d'abord, on a retiré nos Oya qui étaient au milieu, donc on a déjà perdu de la place, et puis ils descendent quand même. Avec l'hiver, le carré potager descend pas mal, et donc là, il faut rajouter un petit peu de nourriture, donc il y a le compost. Mais tu en mets par-dessus? Non, ça dépend. Non, il faut quand même remuer. J'ai 2 formules. Soit pour certains, j'en remets par-dessus, puis j'essaye de les renouveler. C'est-à-dire que je vide carrément 3 carrés potagers, on en a 25. Hein, donc je vide 3 carrés potagers et là, je vais remettre dans les autres. Et puis, les nouveaux, je les échanges recrée. de terre. Voilà, c'est ça. Et les nouveaux, je les recrée avec du compost, un peu comme une butte de permaculture. Alors moi, j'aurais compost, pas fait avec ça. terre. Moi, j'aurais pris la vieille terre, je l'aurais mis dans le jardin, en pleine terre. Oui. Et renouveler toujours les cultures hors sol avec du substrat neuf. Ouais, mais tu as le boulot, toi, chaque année. Ça coûte un peu de sous, etc. Non, pour quelle raison? C'est que surtout si vous utilisez des terreaux du commerce, il y a vraiment un compactage naturel qui se fait au fur et à mesure des arrosages, etc. Et nous, on l'a vu dans les très grandes jardinières qu'on a, qui sont énormes. On perd presque 20 cm de hauteur chaque année. Mais il y a un compactage qui se fait au niveau du fond. Donc il est intéressant aussi de rentrer la fourche-bêche là-dedans, tiens, pour une fois, on va utiliser ça, pour pouvoir créer un foisonnement qui va de nouveau aérer ce sol. Donc c'est un travail un petit peu lourd à faire, qui est nécessaire, parce que quand vous avez un substrat qui est trop compacté, bien, les racines elles peuvent s'asphyxier. Ouais. C'est le moment des mimosas, on en a parlé tout à l'heure avec les fleurs de l'hiver, donc vous pouvez vous faire un petit plaisir. Si vous avez une véranda, n'hésitez pas, hein, c'est un arbre qui restera un arbuste, mais qui peut être vraiment très sympa. On va arracher aussi tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui doit être renouvelé. C'est le moment de changer les choses. On vient de parler de changer la terre. On peut aussi changer les vieux arbres. Il ne faut pas garder des trucs qui sont pleins de maladies, etc. C'est pas bien. Attention aux pieds mères des plantes que vous avez conservées ou aux plantes méditerranéennes que vous avez en serre ou en véranda. Ça peut être attaqué en ce moment par les cochenilles qui adorent ça. Ça peut être aussi attaqué par la pourriture s'il y a trop d'humidité, etc. Donc faites des vérifications, c'est ce que disait un petit peu Roland. Il y a un truc que l'on peut faire, d'ailleurs, ça peut remplacer la pelouse dans certains cas. Il y a des petits bambous, tout petits, des bambous nains, que l'on peut ratiboiser carrément à la tondeuse, comme une pelouse, de manière à ce qu'il redémarre bien au printemps et qu'il vous fasse justement un feuillage très très dense. Après, au potager, moi je mettrais bien un voile d'hivernage sur les plantes que l'on peut encore récolter, comme l'oseille, les épinards, les mâches, et choses comme ça, pour éviter que le sol devienne trop dur au niveau du gel, tout simplement. On en avait parlé aussi la semaine dernière, protéger les camélias avec un auvent pour éviter la chute des boutons floraux. Ils sont de plus en plus proches du période de floraison. C'est une bonne période de plantation, encore s'il fait doux, notamment pour les haies, les arbres, les rosiers, les fruitiers, tout ça. Et puis, au niveau des tailles, on a oublié, mais il y a 2 plantes importantes qui se taillent aussi en ce moment. C'est la glycine. On va réduire vraiment toutes les branches secondaires des glycines, 5-6 cm, 2 yeux maximum sur les branches secondaires. Hein. Vous gardez les grandes branches, et puis toutes les secondaires, vous les taillez. Alors, on voit déjà en ce moment, quand ce sont des boutons floraux, donc s'ils sont plus loin, vous les gardez quand même. Hein. Toutes les sarmenteuses qui ont filé pendant l'été, etc., tout ça, on ratiboise le plus proche possible de la charpentière pour que justement ça devienne des productions florales. Et puis vous avez les kiwis qui se taillent de la même façon. Toutes les branches secondaires, quick, à 2 yeux, de façon à ce qu'ils puissent nous donner des nouveaux fruits. Alors, monsieur Roland, on fait un petit peu de site internet. Oui, on va faire du surfage. Tu vois, tu cherches les noms français, eh bien, il y a voilà, le surfage. Alors, surtout que le surf, au départ, c'est très français aussi. Oui, c'est pour ça, c'est le surfage. Tu vois, on va y arriver. Un site internet, sfepm.org, et tu disais qu'on en français, c'est quoi? C'est Société française d'études et protection des mammifères. C'est un site internet qui est sympa, et tu disais justement qu'on pouvait trouver tout et n'importe quoi sur internet. Eh bien, au moins là, elle s'appuie sur des bénévolats, sur l'expertise de 12 000 associations, quand même, et de bénévoles qui vont étudier un petit peu différents mammifères. Les chauves-souris, par exemple. Ah, ils sont spécialistes des chauves-souris. Entre autres, là, non, pas que, mais là, en ce moment, il y a un bel article sur les
chauves-souris et pour nous expliquer un peu ce qu'elles font, comment elles vivent, et puis ça fait tomber quelques idées reçues du genre on lit quelquefois sur internet qu'elles rongent les câbles et les isolations dans les greniers. C'est totalement faux. Que leur guano est vecteur de maladie, c'est faux également. On l'utilise dans le jardin, c'est très bien. Mais oui, qu'elles s'accrochent dans les cheveux quand elles volent à proximité et quand elles vous mordent, ça tu le sais. Je vais te raconter une histoire. Aïe, vas-y. Il y a eu une expérience qui a été faite, mais qui est extraordinaire, sur les chauves-souris. Dans une pièce totalement noire, donc aucune ouverture, on a tendu des fils de pêche donc, qui sont transparents, qui ont 0,3 mm de diamètre, tous les 20-25 cm. Il y en avait partout. Et ils ont mis des chauves-souris là-dedans. Jamais un seul fil n'a été touché par la chauve-souris. Ah oui, quand même. Jamais. Donc ça veut dire qu'elles ont un radar ou enfin, se débrouillent. Ouais. Et ça veut dire que jamais elles iront dans vos cheveux. C'est surtout ça. C'est pour ça que je voulais dire ça, parce que ça montre à quel point l'animal est doté d'une capacité de perception nocturne d'une précision extraordinaire, donc n'ayez surtout pas crainte pour ça. Et puis ils font la journée des chauves-souris. Oui, c'est au mois d'août, il y a la journée des chauves-souris, et puis la SFEPM, eh bien, la recherche de fonds pour améliorer justement la connaissance, entre autres sur les chauves-souris, et puis ils donnent des kits, de la communication pour expliquer un petit peu comment ça marche, comment faire un refuge. Donc voilà, sfepm.org. Alors, on va rester dans les animaux, avec des animaux qui sont extrêmement importants pour nous les jardiniers, c'est les oiseaux. J'ai le grand atlas des oiseaux chez Glénat. Vraiment, c'est un très très beau livre. D'abord, il a été réalisé aussi avec la LPO. Là, les photos. Alors, c'est vrai que dans les livres d'oiseaux, les photos, elles sont souvent sublimes. Donc, on a affaire à des oiseaux de chez nous. Mais regardez surtout ces fiches. Double page sur grand format, vous avez absolument tout. Vous avez la taille en comparaison avec d'autres oiseaux. Vous avez tous les détails, la couvaison, combien ça dure de temps, enfin, tout ce que vous voulez, avec des images qui sont très précises, avec la description qui vous dit l'œil est rouge, etc. Vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, il est gros pour emmener dans le jardin, mais quand vous avez un oiseau qui vous intéresse, qui est venu dans le jardin, vous en faites une photo, puis après vous regardez là-dedans. Vous avez vraiment tous les oiseaux de chez nous. C'est un livre vraiment à offrir et à s'offrir, que je vous conseille tout particulièrement. Donc 39,95. Là, ça les vaut vraiment bien. Belle couverture, j'avais râlé pour un autre la dernière fois. Non, mais regardez ça c'est un vrai livre. Oui. Ça va dans une bibliothèque et c'est formidable. C'est chez Glénat, ça s'appelle Le Grand Atlas des oiseaux. N'hésitez pas à vous l'offrir. Alors là, c'est Roland qui va vous le présenter. C'est un livre, ça, L'herbier oublié. Il est absolument formidable, ce livre. Et il est tellement formidable, d'ailleurs, qu'il a été édité en 2003. Alors pourquoi je vous le présente aujourd'hui ? Parce que les éditions Plume de Carotte, qui sont l'éditeur, l'ont réédité en version collector. Et ça s'appelle L'herbier oublié. C'est de monsieur Bernard Bertrand. Bernard Bertrand, c'est un type qui est formidable aussi, lui. Il adore aller chercher dans les vieux grimoires. Et d'ailleurs, vous le voyez, on a ces planches d'herbier qui ont été remarquablement photographiées. Mais il va vous raconter des histoires autour de la plante. Donc, des choses qui sont très, très passionnantes. Il n'y a pas toujours beaucoup à lire. Vous pouvez, d'une plante à l'autre, eh bien, passer et puis vous intéresser. Vous apprenez plein de trucs. Vous apprenez que l'absinthe a été source d'inspiration pour les grands peintres, que le coquelicot était la salade préférée de Louis XIV, que le bleuet aide une personne indécise à choisir parmi ses amants. Ça, c'est une légende. Que Narcisse avait une tête penchée en punition parce qu'il faisait de l'ombre au soleil. Enfin, des choses comme ça qui sont en même temps avec les noms populaires de la plante. Il y a tout ce qu'il vous faut. Donc, ça s'appelle L'herbier oublié. C'est de Bernard Bertrand chez Plume de Carotte. Ça vaut 35 €. Et vous savez qu'il a déjà été vendu à 80 000 exemplaires, ce livre. Donc, aujourd'hui, vous avez cette édition collector. C'est écrit dessus. Et je vous la conseille tout particulièrement. Ça sonne, monsieur Roland. Oui, c'est Souka qui nous pose une question. Peut-on utiliser la fleur de passiflore en infusion, mon cher Patrick ? Est-ce que c'est notre passiflore ? Je pense que c'est plutôt Passiflora incarnata que l'on utilise le plus souvent pour faire des tisanes
qui sont réputés pour des propriétés relaxantes et calmantes. Bon, il est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qu'on appelle des flavonoïdes, même des petits alcaloïdes, qui peuvent avoir un effet de calmant. La dose, c'est 5 grammes de fleurs pour une tasse, que vous faites infuser longtemps, une dizaine de minutes, pour obtenir des résultats. Moi, je ne vais pas plus loin que ça là-dessus. Est-ce que tu... Absolument fais pas. de la tisane de passiflore? Non, pas du tout, parce que ici on en cultive, c'est la classique, donc c'est le calibelle-fleur, là, je ne sais plus son nom, tu vas me le rappeler. Voilà. Passiflora cerulea. Oui, mais c'est pas la même. Incarnata. Et cerulea? Eh ben, elle est cérulée. Elle est comme ton pull, elle est bleue. Non, cerulea, ça veut dire bleu. D'accord. Quand tu t'intéresses aux langues, et notamment à la langue française, qui a des racines latines et grecques, eh bien, ces mots-là se retrouvent dans une explication. Comme là, on a dit, oui, Passiflora cerulea, c'est bleu. On est jardiniers, nous. Ce qu'on veut, c'est de la terre, c'est de piocher, c'est gratter. Hein? Ah bon? Oui. Non. Non. Non, tout simplement. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, nous allons rester à la même époque que la semaine dernière, et avec une personne qu'on a évoquée la semaine dernière, et même deux. D'un côté, le botaniste Philibert Commerson, et de l'autre côté, le navigateur Louis-Antoine de Bougainville. Ah oui, celui qui n'était pas content qu'a viré Commerson. C'est ça, hein? Ben, c'est exactement. Ouais. Il n'était pas content, c'est-à-dire qu'il a appliqué la loi. Ah oui. Puisque Commerson, qui avait participé donc, au voyage autour du monde de Bougainville, s'était fait accompagner, soi-disant, d'un valet du nom de Bonnefoy, qui en réalité s'appelait Jeanne Barré. Et il était interdit à l'époque d'avoir une personne de sexe féminin à bord de ces grands bateaux. Donc, il a appliqué la loi, il l'a viré. Mais avant cela, il va se passer une chose, c'est que en 1766, le roi Louis XV va charger Bougainville, donc qui au départ d'ailleurs était plutôt un mathématicien avant d'être un militaire. Mais il avait appris lors d'une première traversée de l'Atlantique les règles de la navigation et il a obtenu un commandement. Donc en 1766, le roi lui dit: il va falloir reconnaître les terres australes et prendre possession de celles qui pourraient contribuer à l'avancement de la navigation et du commerce pour la France. Donc, le 5 décembre 1766 exactement, la frégate La Boudeuse s'en va pour le premier voyage d'un Français autour du monde. De l'autre côté, le 1er février 1767, donc 2 mois après, l'Étoile part de Rochefort et à son bord se trouvent des scientifiques, dont Philibert Commerson, qui vont rejoindre Bougainville et en 1767, ils se retrouvent à Rio de Janeiro. Et notre ami Commerson, lui, il se balade évidemment pour trouver des plantes. Eh bien, il découvre une plante qu'il n'avait jamais vue. Plante exubérante, plante légèrement piquante, et puis surtout avec des fleurs accompagnées de bractées colorées magnifiques. Il dit, ça vaut quand même le coup de rapporter cette plante-là. Et puis, on va lui donner un nom prestigieux. Et il va vouloir la dédier à Bougainville. Fayot. Ben non, parce qu'on n'est qu'en 67. Et c'est en 70, 3 ans plus tard, qui va être débarqué à l'île de France, donc l'île Maurice aujourd'hui. Et on oublie Commerson. Il est là-bas, il n'est plus dans l'expédition de Bougainville. Et lui, Bougainville, jusqu'en 1769, il va accoster à Saint-Malo. Il va revenir avec ses plantes qui vont arriver qu'en 1774 au Jardin botanique de Paris, au Muséum, qu'on appelait à l'époque le Jardin du Roi. Et Antoine Laurent de Jussieu va trouver un nom que seul un botaniste peut avoir imaginé. Il va appeler la plante Eudendride hydroïde tubulaire. Ouais, les mecs. Ah ouais, tubulaire, non. C'est bien fatigué, le mec, quand même. Mais heureusement, la science, de temps en temps, se calme et surtout réfléchit. Et surtout, les botanistes aiment bien se faire des petits cadeaux les uns des autres. Oui. Et on va rendre à César ce qui appartenait à Commerson en 1789, puisqu'il souhaitait dédier la plante à Bougainville. Le même Antoine Laurent de Jussieu va appeler la plante Bougainvillea au départ. Et le nom, il faudra quand même attendre un certain temps, puisqu'il faudra attendre 1841 pour que
un autre botaniste français, Édouard Spaak, donne le véritable nom d'aujourd'hui, Bougainvillea. Et dans notre langage courant, on peut dire soit au féminin la bougainvillée, soit le bougainvillier. Ça, c'est bien, c'est pratique. C'est une plante bisexuée. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le bougainvillier lui-même? C'est que ce genre appartient à une famille particulière qui s'appelle les Nyctaginacées. Il n'y a pas énormément de plantes que l'on connaît dans cette famille-là, enfin du moins en France. J'ai eu peur avec un nom comme ça. Il n'y a que 18 espèces dans les bougainvilliers, mais c'est des belles plantes qu'on a bien introduites dans notre pays, et notamment sur toute la frange de la Méditerranée. Quant à Bougainville lui-même, il a connu un succès extraordinaire parce qu'une fois rentré en France, il s'est mis à écrire, peut-être qu'il avait déjà pris des notes, mais il s'est mis à écrire tout ce qu'il avait pu voir au cours de son voyage et il a créé un livre en 1771 qui a été publié, Voyage autour du monde, et qui a été vraiment un succès formidable. Et il faut savoir que Bougainville aimait les plantes, c'était un jardinier et il avait un très beau jardin dans son château à Suines. Suines, c'est en Seine-et-Marne, et qui a été entretenu par Christophe Cochet. Est-ce que ça te dit le nom de Cochet? Christophe Cochet. Alors Christophe peut-être pas, mais Cochet. Cochet, il ne s'est pas présenté aux élections, c'était pas un écolo? Non, dans le jardin. Ah merde, oui, d'accord. Non, pas, rien du tout. Mais non, en fait, c'était une famille de rosiéristes. Les Cochets ont créé des roses et ils avaient une pépinière assez grande, 28 hectares, ah oui. Et qui expédiait jusqu'à 1 million de roses dans le monde entier à cette époque-là. Et le petit-fils de Christophe, non, Scipion il s'appelait. Ça a été un rosiériste de très grande renommée qui a vraiment fait beaucoup de variétés qui n'existent plus aujourd'hui pour la plupart, mais surtout il a créé le Journal des Roses. Le Journal des Roses qui est un petit magazine, voilà. Et puis, donc, il faut venir jusqu'à la fin de Bougainville, le 31 août 1811. Il est mort à l'âge de 82 ans et il est inhumé au Panthéon, Monsieur Bougainville. Et donc, surtout, la postérité retient aujourd'hui. Presque plus personne ne connaît Louis-Antoine de Bougainville, mais tout le monde connaît la Bougainvillée. Et ça sera le mot de la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci d'être de plus en plus nombreux à être fidèles autour de nous. On a passé vraiment des moments agréables à se parler de jardin. J'essaye de répondre un petit peu à tout le monde aussi. Quand vous nous écrivez, vous êtes nombreux. Il faut être patient. Mais il a tout du le mal, monde... hein. Oui. Allez-y doucement. Non, mais c'est sympa. On remercie Luc pour le son. C'est très très bien, on a vraiment un son de qualité radio, et d'ailleurs vous pouvez écouter sur les podcasts uniquement la version audio et je pense que vous pourrez vous régaler. Miguel qui est très attentif là actuellement et qui est en train de nous faire vraiment des images, je pense que vous les appréciez. On a 4 caméras pour nous filmer et puis après on va mettre plein d'illustrations pour vous faire une belle émission. Nicole, elle est aussi en train de filmer, elle est en train de nous faire un petit coucou au niveau de notre perle. Regardez-la comment elle est belle, notre petite perline. Elle est comme ça pendant toute l'émission, elle ne bouge pas. Roland, on te retrouve un petit peu partout. Je ne bouge pas non plus. Tu bouges pas? Si. C'est un petit peu, oui. Il n'arrête pas. Il fait... Vous savez, Roland, on ne l'a pas présenté comme ça, mais c'est un formateur. Il forme les gens que vous rencontrez dans les jardineries, dans les magasins. Et souvent, ils ont eu comme professeur Roland Motte. Et je suis... La chance. Bah oui, c'est une chance. Et c'est une chance aussi d'avoir un jardin. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.